Bonjour et merci. Premièrement, je veux bien remercier les organisateurs de colloque, quoi, Marie-Josée Séméon, Joël Kotek et mon ami Philippe de Gouilly. Je n'avais pas le plaisir de voir depuis trop longtemps. Et aussi, bien sûr, Monsieur l'ambassadeur pour votre recueil. Et Yalta et les Américains. Je suis spécialiste dans l'histoire de la France, 19e, au début du 20e. Mais, comme mon accent c'est révélateur, j'ai des origines américaines. Je bosse, je travaille, j'enseigne en Amérique, j'habite en France, donc la navette. Et voilà, j'espère que ma traduction simultanée de mon petit texte va marcher. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Je vais parler sur la vue de Yalta par les Américains et un petit peu sur Franklin Roosevelt. Dans tous les sondages, quand les Américains demandent aux Américains qui était le plus grand président aux États-Unis, c'est toujours soit numéro 1, numéro 2, Abraham Lincoln, bien sûr, et Franklin Roosevelt. Normalement, c'est George W. Bush qui tient la lanterne rouge. Pendant la Deuxième Guerre, Roosevelt, de temps en temps, a cité un proverbe balkan. Mes enfants, c'est permis pour vous, dans les temps de grand danger, de marcher avec le diable, jusqu'à vous avez traversé le pont. Roosevelt, comme la plupart des Américains, il ne savait pas grand-chose sur l'Union soviétique. Il imaginait que l'Union soviétique, c'était un pouvoir de l'Europe sans ambition coloniale. Donc, très naïve, quand même. Il avait tout de suite reconnu l'Union soviétique quand il est devenu président des États-Unis en 1933. Il a fait ça pour contrebalancer la puissance en train d'augmenter de Japon et d'Allemagne. Et il y avait en plus que ça. Parce que Roosevelt, même si les Américains ont perdu qu'entre 75 000 soldats et peut-être maximum 100 000 dans la Grande Guerre, il était hanté par la perte de vie. Moi, j'habite en France et, comme vous savez, on pense souvent de centenaire de la Grande Guerre. En France, on a perdu 20 000 soldats une seule journée. 20 000. En France, il y a 36 000 communes, donc villages, bleds, villes. Et il y a 12, selon mon collègue Jay Winter, qui n'avaient pas perdu quelqu'un dans la Grande Guerre. Donc, ce n'était pas comme ça chez les Américains. Mais Roosevelt, il avait toujours ça dans sa tête. Il faudrait absolument éviter ça à tout prix. Et donc, pas question d'envoyer des Américains, des soldats américains, pour gêner l'avance de l'armée rouge dans l'Europe de l'Est. Pas question. Il avait imaginé il a pensé fortement que l'Amérique, les États-Unis, allaient devenir un grand puissance, mais soutenu par la force industrielle, par les avions, mais pas avec les vies américains. C'était toujours là pour lui. En plus, c'est possible que, comme je dis, je ne suis pas expert du tout, cette occasion me donnait la possibilité de bouquiner sur Yalta un petit peu, mais c'est possible que Roosevelt avait l'impression que la révolution russe, c'était une réaction temporaire à l'oppression tsariste et tout ça. Il a prévu que la Soviet-Union éventuellement développerait par les lignes constitutionnelles. C'était naïf, mais c'est tout à fait typique du libéralisme américain. Il faut souligner les différences. C'est évident pour tout le monde ici que le libéralisme en américain, c'est complètement différent que le mot libéralisme, par exemple, dans ma France. C'est rien avec.
Mais le libéralisme américain, c'était toujours le sens progressiste, démocrate, que le monde va changer, qu'on peut changer le monde un petit peu, on peut faire des bonnes choses et tout ça. Il a vu peut-être stalinisme, c'est quelque chose de différent que léninisme, et il imaginait, il avait tort évidemment, que l'Union soviétique ne s'intéressait plus dans la révolution mondiale. Bien sûr, comme tout le monde, M. Beaver hier a souligné, Roosevelt est arrivé à Yalta avec deux priorités, de préparer pour la Nation unie et aussi d'avoir Staline content d'entrer la guerre contre le Japon. Au début de 1945, les discours de Roosevelt, c'était pour préparer les Américains pour consolider un consensus, donc shore up a consensus dans ces mots, pour d'avoir une part plus importante dans les affaires internationales après la guerre serait terminée. Mais il a eu besoin, Roosevelt, de l'armée rouge pour retenir les troupes japonaises en Manchuria et en Chine. Et ses yeux restaient toujours fixés sur le Japon. Pour les soldats américains en Europe, il y avait beaucoup des entretiens avec après la guerre. Il y a énormément des GI, des poilus américains, des GI comme on dit en anglais, qui pensaient qu'ils étaient là en Europe, en guerre, parce que l'Allemagne, c'était allié du Japon, et pas pour des autres raisons. Et donc, les yeux de Roosevelt s'étaient fixés sur le Japon, avec le hanté par Pearl Harbor, donc le 7 décembre 1941. Pour obtenir ces buts, il voulait calmer le soupçon de Russie et Staline du monde extérieur. Staline était complètement paranoïaque, toujours, jusqu'à le jour où il a crevé. Mais les Américains et les Britanniques et les Français ont donné à des Soviétiques une raison d'être un peu paranoïaques parce qu'ils avaient essayé d'intervenir dans la guerre civile après la révolution russe. Roosevelt voulait attirer l'URSS dans une communauté internationale durable dans l'après-guerre. Fin de citation. Il y a des historiens qui ont écrit que Roosevelt était une sorte de renegade wilsonien qui voulait les buts de Wilson sans utilisant les moyens de Wilson. Il pensait évidemment, tout le monde le sait, que c'était très important d'avoir l'Union soviétique joue un rôle dans la nation unie. Il a écrit de Staline à Churchill en mars 1942, « Je pense pouvoir mieux m'arranger de Staline par moi-même que votre Foreign Office et mon département d'État. Staline déteste vos diplomates, il me préfère et j'espère bien que cela continuera. » Pendant la conférence de Téhéran, il a dit « Je n'ai rien à faire de la Pologne, réveillez-moi lorsqu'on parlera de l'Allemagne. » Il a dit ça. Et donc, en mai 1944, il a dit à Avro Harriman, l'ambassadeur à Moscou, que cela lui importe un peu si les pays entreront la Russie devenait communiste. Harriman, pour sa part, il a trouvé Roosevelt troublant, son optimisme troublant. Mais c'est vrai que la Grande-Bretagne et les États-Unis tenaient certaines cartes. Staline aimait beaucoup, il a chanté des éloges de le Lend-Lease Act, donc l'acte comme on dit, prêt-bail, j'imagine, et il a signalé son désir d'avoir des crédits après la guerre et équipements matériaux. Et Staline, bien sûr, il avait la volonté d'entrer la guerre contre le Japon
Mais il avait des buts d'avoir encore des territoires, peut-être dans l'Est de ça. Il a anticipé aussi, c'est beaucoup d'aides économiques à les suivre, une partie par les réparations prises qui semblaient assurées d'Allemagne. Mais surtout, il voulait que les Big Three, les trois alliés, soient ensemble pour gêner une expansion d'Allemagne une troisième fois après les deux guerres. Il a écrit, il a dit que c'est notre devoir pour voir que nos relations, donc avec les alliés dans le temps de paix, doivent être aussi forts comme pendant la guerre. Roosevelt et, dans une mesure, Churchill ont croyé qu'il pouvait négocier, entrer dans les négociations constructives avec Staline, même si il ne pouvait pas imaginer que Staline avait une vue du monde complètement différente, qui n'avait absolument rien à voir avec les autres deux alliés. Et donc, il y a beaucoup écrit sur les rapports entre Staline et Roosevelt pour expliquer un petit peu la naïveté du président américain. Bien sûr, à Yalta, la résidence de Staline, c'était plus près de celui de Roosevelt que Churchill et ses acolytes. Maintenant, nous savons qu'il y avait tous les lieux à l'intérieur étaient mis à l'écoute par les Russes, qu'il y avait des taupes un peu partout, quoi. Et c'était clair, mais ce n'était pas clair à ce moment-là. Roosevelt avait bien sûr l'impression que Staline l'aimait beaucoup. André Gromyko, il était surpris parce qu'il a dit « Staline manifestait rarement la moindre sympathie à l'égard de quelqu'un issu d'un autre système social. Même en pleine guerre froide, il traçait les couronnes à FDR, Franklin Roosevelt, en le présentant comme un grand chef d'État, un leader intelligent, cultivé, libéral et doué d'une vraie hauteur de vue qui prolongeait la vie du capitalisme. » À Yalta, les mains de Roosevelt tremblaient comme ça, tout le temps, quasiment tout le temps. Mais quand même, les résultats à Yalta n'ont rien à voir avec la santé de Franklin Roosevelt. Je crois que c'est sûr. Roosevelt a montré à Yalta qu'il pouvait encore relever tous les défis. L'interprète Valentin Berezkov a écrit que il se souvient plus tard que tous ceux qui voyaient FDR remarquaient que sa puissance intellectuelle, en dépit de sa constitution physique très fragile. Il a eu besoin de reposer. Il avait des problèmes d'entendre. Il a commandé un bon, typiquement américain, mais pas moi, mais beaucoup de bouteilles de whisky avec lui parce qu'il pensait que ça peut gêner les poux et les typhus qui semblaient présents à Yalta. Mais Roosevelt n'avait pas, pendant Yalta, il n'avait pas grand-chose à dire à ses inner circle, quoi, ses assistants. Et la plupart de ses assistants ont passé le temps en jouant gin rummy, c'est un jeu de cartes. Et Churchill, il a dit à son collègue qu'il ne s'intéressa aucunement à ce que nous essayons de faire. Mais Churchill aussi, il était fatigué. Et impatient à Roosevelt l'interrompre. Il a dit « Oui, je suis fatigué. Vous le serez aussi si vous aviez passé 5 ans à grimper une côté en poussant Winston dans une bourrette. » Mais, comme j'ai dit, et c'est bien évident, il n'y a pas mystérieux, le problème de santé de Roosevelt avait absolument rien à voir avec les Yalta. Et le sujet important, les Américains et Yalta. Il y avait bien sûr un accord en principe entre Churchill et Roosevelt. Mais Roosevelt, il croyait que les sphères d'influence, c'était vraiment une réalité
Et il imaginé dans l'avenir des changements pouvaient venir. Tout ça, c'est bien connu. Je ne vais pas gaspiller votre temps avec ça. L'occupation de Pologne par l'armée rouge, c'était un fait accompli. L'armée rouge était 90 km de Berlin. Et Churchill avait raison qu'il a dit à son secrétaire le 23 janvier 1945 que tous les pays balkaniques, à l'exception de la Grèce, vont être bolchevisés. Et je ne peux rien faire pour l'empêcher. Je ne peux rien faire non plus pour cette pauvre Pologne. Et c'était vraiment... Roosevelt, il est resté plus intéressé dans les jugements moraux que par les détails pratiques. C'est un petit peu comme Wilson dans ce domaine ici, là. Voilà. En plus, il faut signaler sur la situation de Pologne, finalement, Roosevelt, il s'en fout. Parce que peut-être il a menti aux Polonais en Amérique. Le nombre de Polonais, pour point de vue de pouvoir politique en Amérique, ce n'était pas considérable. Il y a Chicago, il y a Milwaukee, il y a New York, il y avait toujours Hamtramck à côté de Détroit, mais pas beaucoup plus que ça. Et donc, il a donné des faux espoirs aux Polonais. Et peut-être il y a des gens qui vont d'accord avec certains commentateurs qui disent qu'il a même menti aux Polonais. Mais la réalité de la situation était là, c'était clair. Et rien plus à dire. Le 1er janvier 1945, Staline a reconnu le comité de Lublin comme gouvernement provisionnel. Roosevelt, il était contre, mais il n'y avait rien à faire. Et comme vous savez, le comité de Lublin est revenu en Pologne dans la valise des Soviétiques, dans les valises de l'armée rouge, et c'était vraiment un fait accompli. Comme tout le monde a attendu ça, Staline a donné un défi à Roosevelt, et Churchill a demandé est-ce que c'était leurs armées qui ont libéré, entre guillemets, la Pologne. Et c'était point, c'était tout. Et donc, en échange pour le fait accompli en Pologne, Staline a accepté la formule américaine pour le vote dans les Nations Unies. Harry Hopkins a dit à Roosevelt que les Russes ont tellement donné lors de cette conférence que je ne pense pas que nous devions les laisser tomber. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et pour sa part, Roosevelt était très content après les négociations sur les Nations Unies. Il a décrit comme un vrai progrès. Pour sa part, Churchill donne l'impression d'être assez content. Et Alexander Cadogan, il a dit, je ne savais pas les Russes si accommodants, en particulier Joe. Toujours cette histoire de oncle Joe. Et parce que, dans un sens, Staline était tellement convaincant, sa affection pour Roosevelt, que la correspondance des diplomates américains et des Britanniques ont référence à Staline comme l'oncle Joe, comme ça. C'était comme ça. Et Churchill, il a dit à sa part, le pauvre Neville Chamberlain pensait qu'il pouvait faire confiance à Hitler, il avait tort, mais je ne pense pas que j'ai tort avec Staline. Il avait tort, quand même. Et si les Américains ont quitté la table ou la ville, Yalta, ils étaient très contents, ils étaient très fiers d'eux-mêmes. Et l'image classique maintenant, c'est toujours que la conférence de Yalta a sacrifié la Pologne et l'Europe de l'Est, trahison. Mais, comme raconte un spécialiste, si on peut dire que les alliés occidentaux ont abandonné l'Europe de l'Est, c'est plus par leur stratégie en 1942-43 que par la diplomatie en 1944-45. George Kennan, pour sa part, il était contre les accords de Yalta
Mais il croyait déjà du début que c'était un fait accompli, que les sphères d'influence en Europe de l'Est, c'était là, c'était écrit dans les pierres, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais même c'est lui qui était originateur de cette politique, de, comme on dit en français, l'endiguement, c'est le containment, comme on dit en anglais, l'endiguement. C'est une politique différente. Et Churchill, qui à la fin est devenu de plus en plus mécontent avec Roosevelt, il était déjà en train de parler en privé sur cette sinistre rideau de fer en train de tomber sur l'Europe, même si le discours fameux, bien connu en Missouri, c'était un peu plus tard. À la fin, le gouvernement américain restait désireux de ne pas être impliqué dans la politique byzantine de l'Europe. Roosevelt, qui était toujours référence de grand public en Amérique, et il croyait que le public américain ne tolérerait jamais les troupes américaines en Europe pour la longue durée. Il a vu la Grande-Bretagne comme un concurrent, et évidemment, comme beaucoup des Américains, il n'était pas du tout à l'aise avec l'Empire britannique. Et pour sa part, Churchill, pour lui, c'était quelque chose, il ne va pas abandonner l'Empire britannique. Et donc, c'est comme ça. On peut bien comprendre pourquoi, comme M. Professeur Beaver a dit hier, que Churchill n'a pas assisté aux obsèques de Roosevelt. Parce que pour Roosevelt, Churchill espérait que les anciens territoires coloniaux, une fois libérés, Roosevelt espérait que les anciens territoires coloniaux, une fois libérés, tomberaient dans la dépendance politique et économique des États-Unis. Et pour Roosevelt, Churchill semblait l'incarnation du capitalisme égotiste et impérialiste avec diplomatie de la vieille école, avec des sphères d'influence, avec les deals et tout ça. Et en plus, au Congrès américain, ceux qui soutenaient le nouvel New Deal, donc la nouvelle donne au début des années 30, avaient une tendance de voir l'Union soviétique pas comme quelque chose menaçant pour l'instant. Et pour sa part, Roosevelt ne croyait jamais que le communisme soviétique a donné une raison pas de coopérer avec Staline. Et c'était clair jusqu'à la fin. Et le 1er mars 1945, Roosevelt il a présenté des accords de Yalta aux sessions conjointes de Congrès. Il voulait être sûr qu'il n'y avait pas ça a fini pas comme de réjection par le Congrès de Woodrow Wilson en 1919 et 20. Et pour la première fois, Roosevelt a entré le Congrès dans une chaise roulante parce qu'il était de plus en plus malade. Il parlait très, très lentement, il a fait des erreurs quand il a parlé. Il a insisté sur la responsabilité des États-Unis de maintenir la paix dans sa vue, Yalta a annoncé la fin des actions unilatérales, des alliances exclusives, des sphères d'influence, de l'équilibre des puissances et de tous les autres expédients utilisés depuis des siècles qui ont toujours échoué. Et dans un des discours très importants, parmi ces derniers, parce qu'il allait mourir assez bientôt, il a essayé de baiser un petit peu les expectations du public américain à un ordre nouveau basé sur la charte atlantique. Ça serait long et difficile dans l'avenir. Et après tout, il était en train d'adresser une nation pour qui les simplifications
sur l'expérience américaine était toujours là. Roosevelt il a annoncé que Yalta, c'était un turning point dans l'histoire de l'Amérique et dans l'histoire du monde. Mais en privé, il était moins certain. Il a dit ça. Il a dit que j'avais fait le mieux que j'avais fait dans les circonstances, mais il a insisté ces entourages que personne ne raconte à cette idée devant le soi-disant grand public. Et il est décédé déjà le 12 avril. Et après sa mort, c'est Yalta qui est devenu un mot tabou dans la politique américaine, un petit peu comme Munich en Europe, après tout ça. Avril Harriman croyait que concession, ça serait possible chez Staline. Maintenant, il a conclu que c'était une bêtise, une grosse erreur pour Roosevelt d'étaler à Yalta. C'était clair que Staline et l'Union soviétique étaient complètement insensibles à la pression d'ailleurs. Et le discours très bien connu de Churchill sur le Iron Curtain en Missouri a suivi en mars 1946. L'époque un peu plus tard de sénateur Joseph McCarthy, le grand anticommuniste, cinglé un petit peu, quoi. Et McCarthyisme est révélateur de leur rôle après de Yalta dans la politique américaine. Parce que les partis républicains, ils avaient continué de dénoncer Roosevelt pour avoir vendu l'Europe de l'Est à Staline. Et dans les années 1950, McCarthy et ses adeptes étaient fâchés par les contradictions entre la rhétorique du Parti républicain sur l'Union soviétique et la politique d'Eisenhower, président américain. En 1952, le Grand Old Party, donc les républicains, ils ont promis de répudier les accords de Yalta et pour travailler pour la libération des peuples enslavés captifs sur l'hégémonie communiste. Mais surtout l'aile conservateur du Grand Old Party des républicains voulait attirer des électeurs polonais et d'Europe de l'Est qui sont venus en Amérique dans le camp et de devenir républicains. George Kennan, l'ambassadeur US à l'Union soviétique, il a comparé ça des tensions pendant la guerre en Allemagne avec la situation des citoyens soviétiques. Il avait déjà conclu très tôt, en 1945, que la politique américaine vis-à-vis de l'Union soviétique pendant la guerre avait complètement tort et qu'une stratégie de containment, était seul possible. Et finalement, après il a été viré, il n'était pas accepté par Moscou. Roosevelt a choisi Charles Chip Bolin, Harvard-educated, département d'État et tout ça, et qui parlait russe très, très, très bien. Et Bolin, pour sa part, il avait posé les républicains, la politique, les républicains de déclarer les Yalta nul et non avenu sans aucune force contraignante. McCarthy et ses adeptes ont posé fortement la nomination de Bolin. John Foster Dulles n'aimait pas du tout les rapports entre Bolin avec Roosevelt, l'administration, l'équipe de Roosevelt et suivant de Truman. Mais il était obligé de suivre le chemin de son président, même si Dulles a promis dans le parti de GOP, le parti républicain, l'année avant, de rejeter tous les engagements contenus dans les accords de secret, comme ceux de Yalta, qui favorisaient l'asservissement communiste. Mais pour sa part, Bolin a insisté que les accords de Yalta étaient parfaitement honorables.
Mais le problème, c'était que Staline, il allait systématiquement violer, et ça, c'est clair. Et donc, la vote pour confirmation, c'était 74 à 23 contre. C'était vu comme une défaite pour McCarthy. Yet McCarthy, chasse aux intellos, a bien continué. Et finalement, John Foster Dulles a obtenu que Bolin soit limogé. Eisenhower, pour sa part, est resté complètement silent. L'armistice en Corée n'a pas contribué des choses. C'est le contrôle des communistes dans le Nord, comme tout le monde sait. Et la leçon tirée par les partis républicains, que l'action collective ne marche pas du tout, que l'Amérique doit établir son propre but et va toute seule. En mai 2005, George W. Bush a comparé Yalta à Munich et le Molotov-Ribbentrop Pact de 1939. C'est incroyable parce que pour ma part, moi je viens de la même boîte que George Bush, donc Yale, mais je crois qu'il n'était pas capable de trouver la Pologne ou la Belgique ou la France sur une carte, mais quand même, ça c'est autre chose. Avec le passage au fil du temps, Yalta est évolue plus important dans la mémoire collective que ses participants ont valu. Roosevelt apparaît comme le véritable fondateur de la présidence impériale parce qu'il n'avait pas consulté souvent son équipe, quoi. Il était le véritable fondateur de la présidence impériale aux États-Unis, celui qui menait sa politique étrangère en réduisant le département d'État rien de plus qu'un instrument pour mettre en œuvre une politique définie à la Maison Blanche. Le président américain, il a créé un système où les États-Unis assument un rôle de médiateur et exercent une influence sur les affaires du monde qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Mais quand même, Yalta, c'était une étape importante dans le monde insécure et les tensions et la menace de la guerre nucléaire. L'exaltation initiale a disparu tout de suite et clairement les résultats avaient été survendus par Roosevelt et Churchill quand ils avaient revenu chez eux. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance et la significance de Yalta. C'était avant le commencement vraiment de la guerre froide. Et c'était après Potsdam et Hiroshima et contrôle complet de l'Union soviétique dans l'Europe de l'Est. C'était à Moscou que Churchill et Staline étaient tombés d'accord sur la division des Balkans, des pays Balkans, en octobre 1944, donc avant Yalta. Et qui acceptait le contrôle de Staline de l'Europe de l'Est, c'était déjà un fait accompli. Le communiste yougoslave et dissident après, Gilas, il a dit cette guerre, c'est pas comme dans le passé, qui occupe un territoire, impose sur le territoire son propre système social. Tout le monde impose son propre système. Si l'armée soit là, elle ne peut pas être autrement. Dans le mot de Tony Judd, récemment disparu, Yalta est entré dans le vocabulaire politique de l'Europe centrale comme synonyme de trahison de l'Occident. Le moment où les alliés occidentaux ont trahi la Pologne et les autres petits États entre la Russie et l'Allemagne. En effet, rien ne fut décidé à Yalta qui n'avait déjà été convenu à Turin ou ailleurs. Les plus importantes décisions de la guerre froide sont venues après, compliquées par l'ère nucléaire émergent. Les décisions à Yalta n'étaient pas gravées dans la pierre, ça c'est sûr. La guerre froide après a donné l'impression que le problème c'était Yalta, mais ce n'était probablement pas le cas. Aujourd'hui, on peut dire que Roosevelt était victime de ses propres illusions,
Mais Tony Judd, je crois qu'il a raison, que quand il écrit que c'était pas vraiment possible que les Alliés auraient pu tomber sur un deal dans les derniers mois de la guerre, donné la situation avec l'armée rouge déjà en place. Pour beaucoup des Polonais, bien sûr, Yalta semble toujours comme trahison, mais pour Roosevelt et les Américains, le but de la guerre a resté la défaite de l'Allemagne et surtout pour Roosevelt, Japon. Merci.